Voyage en récit, Jean-Michel Molko. Geoffroy Scrive. Monsieur Molko, merci de me recevoir donc chez vous. Nous sommes, si je puis dire, dans le sein des saints, au vu du nombre d'enregistrements de disques présents ici, et parmi eux de nombreuses raretés du domaine musical, notamment du violon et du piano et du quatuor. En premier lieu, je voudrais ouvrir cet entretien en vous remerciant des enregistrements dont vous avez pu nous faire bénéficier pendant la durée du confinement. Sur votre compte Facebook, vous nous avez permis d'entendre des disques assez rares, voire très rares, de certains musiciens, et notamment les violonistes. Ma première question, justement, sera, suite à ce confinement, quel retour ou quelle réponse avez-vous eu des internautes ? Est-ce que cela a été très suivi ? Et y a-t-il une attente aujourd'hui pour retrouver justement certains sons, peut-être un répertoire tombé un peu dans l'oubli par les violonistes actuels? Alors, j'ai été impressionné de l'impact que cela a eu. Cette idée de faire partager des enregistrements de ma collection, je la dois à mon fils, à l'un de mes fils, qui, voyant que pendant cette période de confinement, j'aurais exploré une grande partie de ma discothèque, et notamment de choses que je n'avais pas pu entendre depuis très longtemps. J'ai 15 000 disques ici, donc voilà. Discothèque que je forme depuis maintenant plus de 40 ans. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de transmettre. Alors, j'ai l'habitude de le faire par l'écrit, dans les livres que j'ai écrits, dans les critiques de disques que je publie dans Diapason depuis presque 35 ans, dans des émissions de radio, puisque j'ai produit des émissions sur France Musique pendant des années, dans les années 90. Mais là, c'était tout à fait différent, et j'ai été surtout impressionné de voir à quel point les gens qui suivaient ma page Facebook, qui est dédiée aux grands violonistes du XXe siècle, et qui est en fait le pendant de mes livres, j'ai été impressionné de voir à quel point les gens étaient fascinés par le fait non seulement d'entendre, mais surtout de voir les platines tourner. Et ce sentiment d'avoir chez eux ces platines a suscité des réactions, mais sensationnelles. J'ai fait la connaissance de gens très éloignés, jusqu'en Russie, jusqu'en Israël, jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Canada, jusqu'en Corée, et je me suis rendu compte que ma très modeste contribution à égayer leur solitude pendant le confinement m'avait rapporté 4400 auditeurs, 4400 personnes qui suivaient cette chose. Et j'avais tous les jours des messages d'une trentaine d'entre eux. Et le jour où le confinement s'est levé et que j'ai considéré que j'avais peut-être suffisamment abusé de leur temps, ça a été l'inverse. Et je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Et j'ai reçu dans la journée 150 messages de remerciements. Donc, cette expérience que je vais peut-être renouveler, j'hésite un peu, parce que je dois dire que il ne faut pas cacher le côté égoïste de cette affaire. Le côté égoïste, c'est que je me suis offert la possibilité de réexplorer ma discothèque. Bon. C'est ça, vous avez le plaisir de ressortir un disque que vous n'avez pas entendu depuis longtemps. Voilà. Et comment faisiez-vous le choix d'ailleurs ? Ah, alors, au début, c'était à l'instinct. Ensuite, j'ai décidé de faire choisir parfois les auditeurs, en leur demandant s'ils préféraient que je leur passe des choses rares de très grands noms, ou au contraire que je leur fasse découvrir des gens beaucoup moins connus. Et ils ont presque tous opté pour la deuxième solution. Alors, j'avais des critères qui étaient assez précis. D'abord, je voulais absolument que ça soit des originaux. C'est-à-dire que je n'ai jamais passé de CD. J'ai toujours passé des originaux micro-sillons ou 78 tours. Ne serait-ce que pour donner le plaisir aux spectateurs de voir le disque oui, c'est le vrai, tourner. Mais pas seulement. C'est parce que je pense que ce sont des disques d'accès beaucoup plus difficiles et que mon objectif était d'apporter un plaisir presque inatteignable. C'est-à-dire que... Original. Pas forcément pour une question de prix, parce que certains de ces disques, on peut éventuellement, si on les cherche, les trouver pour pas très cher. D'autres, c'est différent. Mais... surtout parce que faut avoir la platine 78 tours. Et il y a très très peu de gens. Il y a déjà assez peu de gens qui ont des platines micro-sillons, bien que
ça revienne terriblement à la mode, mais en 78 tours, il y a extrêmement peu de gens capables de les écouter. Et je pensais que c'était leur offrir quelque chose de rare, de précieux et de finalement très privilégié. Et j'y ai trouvé un tel écho que, alors que je pensais peut-être faire ça de façon occasionnelle, je m'y suis mis de façon presque méthodique et je postais parfois 3 enregistrements par jour. Oui, je sais, oui. Mais c'est-à-dire que n'y a-t-il pas non plus un lien simplement humain? Parce qu'on aurait pu trouver, chercher soi-même un enregistrement, parfois même rare, sur les différents médias qu'on peut trouver sur Internet. Mais là, c'est quand même vous, Jean-Michel Molcou, qui le proposez aussi à d'autres. Il y a ce lien un peu Alors, humain. il y avait un lien logique, c'est-à-dire que je m'étais établi assez méthodiquement des listes. Et je voulais faire, de temps en temps, si vous voulez, j'ai trouvé que suivre un thème était intéressant. Et j'ai un aspect j'ai un esprit un petit peu encyclopédique, c'est-à-dire que j'aime bien le classement. Ça se voit ici. Oui, mais c'est dans tout comme ça. J'aime bien le classement parce que c'est quelque chose qui m'a toujours aidé à soulager la mémoire. Et quand on veut se souvenir de beaucoup de choses, s'aider d'un certain nombre de principes est assez utile. Donc, j'ai exploité ma base de données, parce que toute ma discothèque est sur une base de données, ce qui me permet de rechercher en multicritère absolument n'importe quoi. Et j'ai voulu également être extrêmement respectueux des droits d'auteur. C'est-à-dire que je n'ai jamais publié d'enregistrement fait après le 1er janvier 1963, car il tombe sous le coup des droits. Et d'ailleurs, j'ai eu de temps en temps des blocages de Facebook qui m'ont envoyé des messages en me disant « Vous n'avez pas le droit de passer cet auteur », donc j'ai fait appel. Pour la majorité d'entre eux, ça a sauté tout de suite, mais pour 3 ou 4 d'entre eux, il m'a fallu 8 jours pour obtenir gain de cause. J'ai toujours obtenu gain de cause, car en fait, leurs algorithmes confondaient mes enregistrements avec des enregistrements qui étaient sous droit. Oui. Et donc, j'ai à chaque fois pu rétablir la chose, mais je dois dire que sur le moment, ça m'a profondément agacé, parce que s'il y a bien quelque chose que je respecte profondément, c'est le droit des artistes. Et je trouve que ne pas en tenir compte, c'est un peu leur cracher à la figure, et je pense que il y a des règles. Alors ces règles, on peut les trouver plus ou moins contraignantes. C'est possible. En ce qui concerne les droits qui sont passés de 50 à 70 ans, c'est vrai que ça en ennuie un certain nombre, mais c'est comme ça. Il faut s'y conformer. Donc je n'ai jamais rien passé d'après 63. Jean-Michel Molcou, revenons à la musique elle-même. J'observais néanmoins une disparité entre aujourd'hui puis les décennies passées. Je m'explique. Je trouve qu'il est devenu difficile, quand on entend, par exemple, un violoniste à la radio, aujourd'hui, de percevoir les différences de son entre les violonistes, ce qui n'était pas le cas par le passé. Alors, évidemment, est-ce que le biais des concours, pour rentrer dans les orchestres ou dans les conservatoires, n'a pas un peu standardisé tout cela, au point que c'est devenu extrêmement difficile d'avoir des différences notables, comme on pouvait l'avoir entre, je sais pas, Milstein et Eustrach à l'époque, ou Oleg Kagan, ou des gens comme ça? Alors, c'est un sujet sur lequel je me suis souvent exprimé, par écrit et par oral, sur France Musique ou ailleurs. C'est une évidence. La standardisation des écoles ont fait que, et bien entendu par le truchement des concours internationaux, ont fait que tous ont voulu s'approcher de la projection sonore la plus solide, de la technique la plus immaculée et du style le plus irréprochable, au détriment de personnalités très fortes. Il est certain qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus entendre des disparités aussi nettes entre le jeu des violonistes comme vous pouviez le reconnaître. Reconnaître Menuhin, reconnaître Huberman, reconnaître Heifetz est une chose relativement aisée, à condition qu'on s'y intéresse. Mais aujourd'hui, distinguer les plus grands solistes, même venus d'écoles très différentes, est beaucoup plus délicat. Alors, c'est lié au fait que les concours internationaux ont sélectionné des critères très précis qui ont formaté un peu les gens. Et
la signature que représentait le vibrato d'un tel, la sonorité d'un tel ou le type de style d'un tel sont devenus un peu dangereux pour pouvoir passer ces épreuves qui sont presque obligatoires pour pouvoir se lancer dans la carrière. Oui. Le niveau a également beaucoup monté. Il faut bien savoir que tous les musiciens vous diront que les concours d'entrée aujourd'hui sont devenus extrêmement difficiles et que certains qui sont en place dans des orchestres depuis 30 ans ne pourraient pas être sélectionnés aujourd'hui. Donc, le niveau des plus grands solistes n'a pas bougé. Je veux dire, on ne joue pas mieux qu'Heifetz. Wengerhoff ou Gilsham sont des fabuleux violonistes, mais ils ne jouent pas mieux qu'Heifetz. En revanche, le musicien d'orchestre classique a un niveau beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'avait dans les années 60. Ça, c'est sûr. Donc, tout ceci a élevé le niveau moyen, c'est certain, et a gommé certaines personnalités. Alors, il ne faut pas non plus tout standardisé dans cette façon de penser. Il existe encore aujourd'hui des tempéraments et des personnalités suffisamment fortes pour faire la différence. On peut ou pas aimer certains styles, mais on peut citer des gens qui ont toujours cherché à sortir des sentiers battus, et pour moi, l'exemple le plus magnifique, c'est Gidon Kremer, qu'on ne confond avec personne. Mais justement, vous rapportez dans votre livre des propos assez durs de Gidon Kremer par rapport à certains qui joueraient la carte de l'excentricité. Alors, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre personnalité et excentricité. Alors, ça n'est pas moi qui rapporte des propos. C'est Gidon Kremer qui m'a fait l'amitié d'une très longue préface dans le 2e tome de mon livre et qui, effectivement, envoie quelques pavés dans la mare de certains. Il est vrai qu'il y a des violonistes qui ont misé beaucoup sur l'excentricité, qu'elle soit vestimentaire ou stylistique. Il y a des gens qui se font connaître comme ça, que ce soit Nigel Kennedy, que ce soit David Garrett, que ce soit des gens qui ont cherché à être très différents. Alors, Nemanja Radulovic. Oui, aussi. Alors, il faut reconnaître d'abord une première chose, c'est que les 3 noms qu'on a cités sont pour moi de grands violonistes. Ça ne se discute pas. Maintenant, il y en a dont, si vous voulez, l'évolution a été un peu inattendue. Et d'autres qui ont sans doute trouvé qu'il fallait absolument se démarquer de la façon la plus radicale possible pour toucher un autre public. C'est leur choix, ça n'est pas le mien. C'est pour moi le respect du texte, de certaines traditions d'interprétation, etc. sont absolument fondamentales dans l'histoire de la musique. Maintenant, il peut y avoir des gens un peu excentriques, bien sûr, à condition que ça ne foule pas aux pieds certains textes. Et pour faire écrire beaucoup de critiques, toujours avec le plus grand respect, la plus grande amitié pour les artistes, il y en a de temps en temps qui dépassent un peu les bornes et qui, à mon avis, ne rendent pas service à la musique. Mais c'est un point de vue. Il ne faut pas confondre personnalité et excentricité. C'est malheureusement un amalgame que certains font et qui n'est pas souhaitable. Alors j'aimerais revenir justement peut-être sur un entre-deux, si une chose dire, qui est la personnalité. Je cite par exemple ici Michael Mann, qui s'exprimait dans un film qui a été assemblé par Bruno Mont-Saint-Jean. Il disait « Nous, la vieille génération, avons le droit de penser à notre façon. Et dans le droit de penser, je pensais aussi le droit de jouer à notre façon. » Il continue en disant « Je ne dirais pas que la vieille génération était meilleure, mais franchement, si la jeune génération a tant de qualités, je crois qu'elle a une dette à notre égard. Alors est-ce là une invitation à oser laisser exprimer une personnalité justement chez un violoniste ?» Alors, Michael Mann est un merveilleux exemple, d'abord parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement touchant. Michael Mann a été le premier grand émissaire de l'école d'Auer, venu de Saint-Pétersbourg, à faire une grande carrière en Amérique et à devenir extrêmement célèbre. Michael Mann était un phare pour beaucoup de gens, il a eu la même notoriété que Fritz Kreisler, il a vendu des millions de disques, mais Michael Mann a été tétanisé par l'arrivée d'Heifetz en 1917. Et Heifetz a redéfini les règles modernes du violon. Heifetz a redéfini des normes en termes de précision technique, de précision rythmique, de qualité d'intonation. Et il a jeté un trouble terrible dans ceux qui faisaient passer avant tout l'expression, le sentiment, et qui étaient plus proches des traditions du 19e siècle. Heifetz a fait faire un bond violent
dans le XXe siècle, et il reste aujourd'hui encore une référence incontournable. Mais quand vous parlez d'Heifetz à des gens comme Maxime Vengerov, par exemple, que j'ai la chance de très très bien connaître depuis plus de 20 ans, Maxime a une passion charnelle pour Mischa Elman. Ah oui. Et je crois même que c'est son violoniste préféré en termes d'expression et de sonorité. Mischa Elman a signé des disques qui sont inoubliables et je dois dire que les entendre, c'est un peu regarder une vieille photo jaunie d'un temps révolu d'avant la guerre de 14 de Saint-Pétersbourg. J'ai lu beaucoup de ses mémoires, j'ai lu beaucoup de choses qu'il a écrites. C'est quelqu'un qui était attaché à la dimension du cœur dans l'expression, beaucoup plus qu'à une perfection formelle, bien qu'il jouait du violon très tardivement dans sa vie, remarquablement. Oui, il a enregistré tard, je crois. Il a enregistré jusqu'en 66, son dernier enregistrement de mémoire date d'octobre 66, et il avait commencé à enregistrer avant la guerre de 14. Donc c'est un phénomène magnifique dans l'histoire du violon. C'est quelqu'un pour qui j'ai une très très grande affection, une très grande admiration. Et il se trouve d'ailleurs que par le biais de cette page Facebook, j'ai fait la connaissance de sa petite nièce, qui était très touchée que je parle de son oncle. Des anecdotes sur Mischa Elman, j'en ai beaucoup. Oui, le fait qu'il reprochait à son pianiste de ne pas jouer en mesure parce que c'était pas sa mesure. Absolument. Et puis il y a aussi, quand on venait le féliciter dans sa loge en lui disant « Maître, dans votre récital, ce Tchaïkovski était merveilleux », il vous regardait, il dit « Qu'est-ce qui allait pas avec le reste ?» Mais bon, Mischa Elman est venu jouer en France, je crois, jusqu'à la fin des années 50, au début des années 60, mais il était déjà victime de cette estampille old school. Et par rapport à des gens comme Milstein, ou des gens comme Heifetz, ou des gens comme Isaac Stern, etc., il était perçu comme quelqu'un qui était une sorte de vestige. Et dans les noms que vous venez de citer ou d'autres, quel est le violoniste qui vous a le plus marqué de par son jeu et de par sa personnalité? Ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible de manger quelque chose. Pour moi, une chose pareille, c'est un kaléidoscope. La discothèque qui vous entoure vous prouve que mes goûts sont extrêmement vastes. Mais si je devais en citer un seul, ce serait extrêmement difficile parce qu'il y en a que j'admire pour leur répertoire, il y en a que j'admire plus pour leur sonorité, il y en a que j'admire pour leur technique exceptionnelle, il y en a que j'admire pour leur fantaisie. Mais si je devais n'en garder qu'un, ce serait un déchirement, mais ce serait Nathan Milstein. Une question simple, mais le dernier violoniste encore compositeur, d'ailleurs vous le citez dans votre livre, est Fritz Kreisler. Alors, il est l'un des derniers. Un des derniers, voilà. Dans la lignée des grands violonistes compositeurs, des virtuoses compositeurs qui naît, je dirais, à la fin du XVIIe siècle. Il est un peu l'un des derniers dans cette lignée. Si vous faites bien attention maintenant, vous vous rendrez compte qu'un certain nombre de violonistes écrivent leur propre cadence. Alors justement, c'est la question que j'avais. Pour un certain nombre de concertos. Voilà. Et qu'ils renouent avec cette tradition de composer eux-mêmes. Alors, entre écrire une cadence de concerto et écrire soi-même une sonate ou un concerto, il y a une marge. Oui. Bon. Cette tradition de violoniste-compositeur est pour l'instant encore, je dirais, en sommeil. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourtant, évidemment, on peut facilement se rendre compte que certaines cadences restent dans les mémoires. Je pense à celle dans le concerto de Mozart par Gilles Pape. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'imagine que oui, c'est quand même assez ahurissant. Et à tel point que c'est Menuhin qui est allé lui demander de la lui jouer en pleine chambre d'hôtel un soir. Et donc c'est par ce biais de cadence que certains arrivent encore à s'exprimer, à écrire, si j'ose dire, à renouer un peu avec cette tradition. Oui, alors c'est pour l'instant le dernier vestige. D'accord. Je ne vois pas actuellement de grands violonistes faisant carrière signant dans des récitals des pièces de leur cru. Je le vois chez des pianistes. Oui. Ça existe chez certains pianistes. Fazil Say, par exemple, pour en citer un. Mais Trifonov aussi, je crois. Comment ? Trifonov aussi, je crois. Oui, absolument, Daniel Trifonov, mais c'est quand même assez marginal. Et chez les violonistes, vraiment, je n'en vois pas du tout, hormis les cadences. Quand vous regardez Fritz Kreisler, il a écrit
plusieurs centaines de pièces. Oui. Je parle de pièces originales et aussi de transcriptions. Oui. Heifetz l'a fait aussi. Oui. Il n'y a quasiment pas de pièces originales, elles sont très 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 marginales, mais il y a beaucoup de transcriptions et de très grande qualité. Et pour avoir les partitions ici, je peux vous dire que c'est vraiment difficile. À jouer, je suppose. Oui, vraiment. Alors comment, pour vous-même, sélectionnez-vous les œuvres que vous voulez jouer, soit tout seul, soit en quatuor, justement? Enfin, c'est par rapport à une discographie, par rapport à un souvenir d'un enregistrement, par rapport à... Non, pas du tout. La pratique instrumentale que j'ai depuis maintenant très très longtemps et qui est, je dirais, extrêmement soutenue, puisque j'ai 3 répétitions par semaine, une de sonate, une de trio, une de quatuor, est liée à autre chose. D'abord des goûts en matière de répertoire. Il est vrai que je connais le répertoire de quatuor et de violon de façon très approfondie depuis très très longtemps. Et il y a des œuvres qu'on a envie de jouer parce qu'elles vous fascinent. Il y a aussi des envies qui vous viennent. Par exemple, l'année dernière, j'avais décidé avec un de mes partenaires pianistes de remonter ensemble les 10 sonates de Beethoven, ce que nous avons fait, 1 an avant l'année Beethoven. Et pour l'année Beethoven, nous remontons ensemble les 16 plus grandes sonates de Mozart. Oui. Donc, au rythme d'une répétition par semaine et de travail personnel, on se donne quelques mois, on donne un petit concert pour quelques amis, ou éventuellement dans une association on est invité, ou dans une petite salle comme ça, à l'occasion d'un anniversaire ou d'un événement. De temps en temps, c'est au hasard des choix, des pianistes qui disent tiens, ça fait très longtemps qu'on n'a pas rejoué la première sonate de Schumann, donc on met la première sonate de Schumann qu'on travaille. Il nous est arrivé de prendre des cours, des masterclass avec des gens des maîtres, quoi. Très, très bienveillants à notre égard et qui nous ont apporté beaucoup de choses. En quatuor, on décide à 4 du répertoire, et dans ce quatuor, nous switchons au premier violon, premier et second, et donc à peu près la moitié chacun. Et en ce moment, nous faisons les 6 de l'opus 64 de Haydn, en se donnant environ 3 mois au total pour les monter et être en mesure de les jouer pour notre plaisir ou à quelques amis. Donnez-vous des concerts, justement? Alors, c'est en général dans des cadres privés. D'accord. Dans des cadres privés. Mais j'ai la chance maintenant, en tout cas en ce qui concerne le quatuor à cordes, de ne faire plus de la musique qu'avec des professionnels. Et ça, c'est une très grande chance pour moi. Oui. Et parce que je rappelle que je ne le suis pas. Et comment se noue l'histoire entre vous? C'est-à-dire que ça fait 30 ans que vous répétez avec les mêmes, ou alors, il y a une histoire d'amitié? Pour certains, oui. Un de mes partenaires de sonate, qui est un psychanalyste de mes grands amis, nous faisons de la sonate et du trio ensemble depuis 30 ans. 31 ans, très exactement. Oui. Les partenaires de sonate, j'ai un autre partenaire de sonate qui est un médecin interniste avec qui je fais de la sonate maintenant depuis 15 ou 16 ans, toutes les semaines. Ce qui nous permet de monter un répertoire très important. On a monté près d'une 40aine d'œuvres, quand même, oui. Sérieusement ensemble. Donc c'est une école d'apprentissage aussi, parce que on apprend, puisque pour certains qui ne connaîtraient rien au domaine, il ne suffit pas juste de jouer des notes écrites sur un papier. Non, c'est pas des séances de déchiffrage. Voilà, c'est vraiment un apprentissage de la musique et de la personne avec qui vous jouez. C'est des séances de travail, bien entendu, et chacun travaille dans son coin avant, bien sûr. Et puis pour le quatuor, c'est un peu nos goûts et nos possibilités. Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Shostakovich. Ah oui. Voilà. Donc, mais voilà, au gré des envies, au gré des possibilités, au gré des choses de chacun. Et je dois dire que en ce moment, le plaisir que représente les quatuors de Haydn, que ça soit au premier ou au second violon, c'est quelque chose d'inépuisable. Et à chaque fois, quand on se sépare, on se dit mais quelle merveille, quoi. Oui. Et j'ai beau les connaître par cœur, par les plus grandes versions depuis très longtemps, les pénétrer de l'intérieur, au premier violon, qui est un formidable défi, parce que ce sont des choses assez difficiles, ou au second, qui vous éclaire ces partitions de tellement d'astuces, que c'est inépuisable. Vous y trouvez une lumière ? Comment ? Vous y trouvez une lumière certaine ? Ah bah c'est plus que lumière. Oui. C'est beaucoup plus que lumière. Oui, bien sûr. Alors parlons enregistrement. Est-ce que vous enregistrez vous-même ? Non. Enfin, je veux dire à titre privé. De temps en temps, à titre privé. Mais on me l'a proposé une fois ou deux, mais comment vous dire ? J'ai trop de respect pour ceux qui le font avec
des niveaux de réalisation formidables si je le faisais, ce serait purement à titre de souvenir. Ouais. J'en ai quelques traces, j'en ai quelques-uns, mais voilà. Alors, parlons enregistrement, justement. Parce que là aussi, la technique a considérablement évolué dans la matière, dans ce qui concerne l'enregistrement. Autrefois, où on parlait de Mischa Hellman ou de Chrysler, la prise était unique. Aujourd'hui, on peut répéter sans cesse, on peut faire... Elle n'était pas unique, contrairement à ce que vous pensez. Vous confondez. Je pense aussi aux prises de concert. Prise unique et montage. Par exemple, quand vous regardez les numéros de matrice d'un enregistrement de 1925 de Mischa Hellman, il a fait la prise 6, 7, 8 fois. Ah oui. Et il choisit la meilleure. Et pour la sonate, ça peut être, pour chaque face, une prise faite un jour différent. Ça n'est pas tout de rang. En effet, il n'y a pas de montage possible sur la prise, mais il refaisait la prise 6 ou 7 fois. Oui, c'est ça. Et si vous avez les catalogues de numéros de matrice comme je les ai, vous vous apercevez que, eh bien, par exemple, pour le premier mouvement de la telle sonate, eh bien, c'est la prise 1. Et puis, pour le deuxième mouvement, c'est la prise 4, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on était plus... On acceptait peut-être plus à l'époque, qu'il y ait, si j'ose dire, une broutille. Ne le croyez pas. Mais on entend quand même quelques parfois des... Aujourd'hui, ne cherche-t-on pas trop la perfection ? C'est des standards qui évoluent aussi ? Oui. C'est-à-dire que c'est très très difficile pour les artistes parce que en effet, tout le monde a cherché à un moment donné une perfection absolue à tel point que même les lives d'aujourd'hui sont retouchés. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Un peu selon le même principe que tout le monde a voulu acheter pendant très longtemps des tomates très rouges et très rondes. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on revient au goût des tomates et aux formes des tomates qui sont moins parfaites et bien meilleures et qui n'ont pas ce calibrage parfait. Dans l'imaginaire, pendant très longtemps, une tomate, ça devait être d'un tel calibre et très très rouge et très très rond. Et puis vous voyez bien qu'on en revient. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de gens maintenant qui acceptent de laisser passer des petites choses. Mais moi, c'est pas du tout ce qui me gêne, qu'il y ait des petites choses. En revanche, il est probable que les directeurs artistiques, toujours un peu inquiets que le disque soit reçu de façon moins favorable, cherchent à ce que... Alors tout dépend de l'erreur, évidemment. Un sifflement ou une note carrément à côté, évidemment, bien sûr, on peut comprendre ça très bien. Mais... c'est pas ça qui me gêne, moi, pas du tout. Alors une dernière question, parce que malheureusement nous arrivons au terme de l'émission. Si je vous cite des gens comme Théophile Laforgue, Maurice Vieux, Serge Collot, Yuri Bachmet, Liliane Fuchs... Ce sont des altistes. Oui. À quand un livre sur les altistes ? À quand enfin un livre sur les altistes ? Parce que certains étaient aussi hybrides. Je pense à David Oistrakh, Shlomo Mintz. Mais bien sûr, Pinchas Zuckerman. Bien sûr, mais je l'ai cité largement. Et vous savez que Primrose, le plus grand artiste du siècle, était d'abord violoniste. Et savez-vous qui lui a dit de passer à l'alto ? Mischa Hellman, non ? Non, Eugène Isaïe. Eugène Isaïe. Voilà, Mischa Hellman lui avait répondu quand il lui avait joué les caprices de Paganini. Mischa Hellman lui avait répondu, ça doit être plus facile à l'alto. Oui. Alors il y a des gens qui les ont enregistrés à l'alto. Ils sont très rares, mais ils sont très rares, oui. J'ai jamais réussi à trouver normalement Emmanuel Vardy, qui a été le premier à faire les 24. Alors, j'ai une très très grande passion pour les altistes. J'ai dans cette discothèque des choses rarissimes d'altistes. Le 4e livre que je dois écrire après les 2 sur les violonistes et celui sur les quatuors à cordes qui est sorti cette année doit être consacré aux violoncellistes et aux altistes. Mais rien n'est prévu. Je fais ça pour mon plaisir et je ne veux pas que ça soit une punition. Donc j'attends d'en retrouver le goût et l'envie et le rythme, et le jour où ça viendra, bien, le livre s'écrira. En tout cas, il y a déjà une certaine attente chez certains que je connais. Oui, alors pour les altistes, je le sais. J'aime beaucoup la voix de l'alto. J'aime beaucoup les personnalités de certains altistes. J'aime beaucoup son répertoire, qui est beaucoup plus limité que celui du violon, mais magnifique. J'avais d'ailleurs dit à mon éditeur à l'époque, j'accepterais de faire le livre sur le violoncelliste à condition qu'il y ait les altistes aussi. Ah, voilà. Merci Vous voyez beaucoup. que je ne les oublie pas. Non, je suis rassuré, je vous remercie. Merci à vous.